En exagérant un brin, si je veux étouffer la contestation, il faudrait que je trouve une solution. La totale. Une attaque ciblée, par surprise, et qui tétanise l'adversaire. Pierre-Olivier Zappa. Toi qui es toujours tiré à quatre épingles, on reçoit Jean Héroldi tantôt, qui va parler des souliers de course de Justin. Je pense qu'il va lui accorder une contravention de style. Tu crois? Les chaussures de Justin Trudeau, qui est au Parlement canadien, Richard, et qui portait des Samba de Adidas. Et tu veux mon avis, ou en fait, c'était des gazelles, c'était un modèle, là, c'était des verts et rouges. Oui. On les voit d'ailleurs, verts et rouges. C'est des sneakers. Et si tu veux mon avis, ça relève de l'hérésie. Écoute, dans le style sartorial, donc l'art du tailleur, il y a une règle qui prévaut. Si tu as un complet, si tu es dans un endroit formel, mais que tu veux porter des sneakers, tu portes des Stan Smith de Adidas ou encore l'équivalent, c'est-à-dire une chaussure blanche. Ce que j'ai ici dans les pieds, Richard. Ça serait... Je veux pas être impoli, mais c'est une Stan Smith blanc et c'est le minimum si tu souhaites avoir l'air un peu plus décontracté. Là, non seulement c'est un manque de décorum, si tu veux mon avis, mais il y a là un manque de style. Donc, c'est l'équivalent du coton ouaté de Catherine Dorion. Un peu. Dans une certaine mesure, mais c'est surtout au-delà du décorum, Richard, c'est que c'est une chaussure de la fast fashion. C'est une chaussure qui est fabriquée, confectionnée en Asie, qui va coûter 130, 140 $, puis au bout de 3-4 mois, sinon un an, bye-bye, on la jette à la poubelle. Moi, je suis plutôt partisan d'acheter une paire de chaussures qui est un petit peu plus chère, mais que je vais pouvoir garder 15-20 ans. Dans ma garde-robe, ma conjointe, elle me dit toujours, t'as les mêmes chaussures, Pierre-Olivier, c'est simple. Je paye un petit peu plus, mais je l'amène chez le cordonnier 2-3 ans. J'ai un excellent cordonnier, Grigano sur Bélanger. Je ne veux pas faire de publicité, mais j'y vais depuis des siècles. Un Italien qui travaille fort, qui n'a pas de relève, qui travaille sans relâche. Puis quand j'amène une paire de chaussures aux 3 ans, il me la remet à neuf pour quelques dizaines de dollars, une vingtaine de dollars. Puis je repars pour un autre 3 ans, puis ça peut durer 15 ans. Alors, un des rares métiers artisanaux qui restent. Oui. Ça, puis les aiguiseurs de couteaux, ça existe encore, qui se promènent dans les ruelles. Là. Les tailleurs, les aiguiseurs de couteaux, les cordonniers, effectivement, ce sont des métiers où il n'y a pas de relève. Tu sais, prends l'exemple des cordonniers. Là. Mon cordonnier sur la rue Bélanger à Montréal me dit toujours, j'ai essayé d'en former. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Les jeunes abandonnent parce qu'ils pensent que du jour au lendemain, ils vont être capables de remettre à neuf une semelle. Il faudrait qu'ils rencontrent Daniel Day-Lewis, le grand comédien Daniel Day-Lewis, a quitté à un moment donné le milieu des acteurs et il est allé à Naples, je crois, apprendre la cordonnerie. Et c'est tout un art. Alors, contravention de style pour l'ancien premier ministre. Écoute, tu as écrit une excellente chronique en disant les Québécois sont à bout de taxes. À bout de taxes. Je sais pas ta pression, Richard. Est-ce que ta pression est bonne? Je pense que c'est pas pire. Là, mais... Il existe aussi un terme en économie, on appelle ça la pression fiscale, le taux de pression fiscale. C'est-à-dire qu'on calcule à quel point la richesse qui est générée à un endroit est captée par l'État. Et selon Statistique Canada, évidemment, surprends-toi pas, c'est au Québec où le taux de pression fiscale est le plus fort au Canada et probablement en Amérique du Nord. Écoute, on est à 40 % environ de toute la richesse qui est générée au Québec et qui est directement captée par les gouvernements, fédéral, provincial, régime de pension. 40 %, c'est énorme, Richard. C'est 6 points de plus qu'ailleurs au Canada. C'est au Québec où on est les plus taxés, les plus imposés. La bonne nouvelle, c'est qu'on est un des endroits où les inégalités sont les moins fortes, mais on est aussi un endroit où la classe moyenne est la plus sous pression. Et dans la chronique que je publiais ce matin, j'essayais d'énumérer des exemples, Richard, de taxes qu'on invente, qu'on ajoute d'année en année. Surréaliste. Un exemple qui m'a frappé, puis j'ai eu beaucoup de courriels aujourd'hui là-dessus, c'est une taxe de la ville de Mont-Tremblant. On appelle ça l'écotaxe GES. Ça ne veut absolument rien dire. C'est une taxe qu'on impose sur les constructions de maisons neuves. Parce que la ville dit, écoutez, construire une maison, ça génère de la pollution, donc on va taxer la pollution générée par la construction de la maison.
Et donc, on a des revenus fiscaux qui sont tirés de ça. Je veux dire, on taxe les piscines hors terre, Richard. On impose des éco-frais sur les téléviseurs, les pneus neufs. La liste, elle s'allonge d'année en année et c'est comme si, dès qu'on avait un problème, on va trouver une taxe pour régler le problème. Puis, à côté de la chronique dans le journal ce matin, il y avait un excellent dossier sur la façon dont sont dépensés les deniers qui sont prélevés en taxes. Tu sais, la fameuse taxe carbone. Ceux qui nous écoutent, qui sont dans leur auto, vous voulez savoir c'est dépensé comment? Bien, vous allez en page 30 du Journal de Montréal. Vous avez les multinationales qui reçoivent des subventions avec l'argent que vous donnez en payant votre litre d'essence. Tu sais, on a un géant de l'alcool, Diageo, la maison mère de Captain Morgan. C'est près de 30 millions de dollars reçus depuis 2020. Puis ça, c'est avec l'argent que vous allez dépenser pour votre litre d'essence. Mais c'est ça l'affaire. Il y a la pression fiscale. Mais en même temps, je te dirais, si tu es un citoyen, tu gagnes bien ta vie, tu dis correct, je veux remettre de l'argent au gouvernement, en autant qu'il l'utilise à bon escient. Mais là, tu vois des affaires comme ça clique, puis ci, puis ça, puis des trucs comme ça. Là, tu dis, puis là, en plus, quand tu es malade, il faut que tu sois dans une clinique privée, puis tes enfants, tu les envoies dans une école privée parce que les écoles publiques, c'est tout croche. Là, tu dis, attends une minute, là, est-ce que j'en ai pour mon argent? On a l'impression qu'on s'en va magasiner une Kia, puis on nous charge le prix d'une Lamborghini, Richard. Et c'est le sentiment que le citoyen qui lit les journaux, qui voit le scandale ça clique avec une orgie de dépenses, qui voit le fonds vert être utilisé par des multinationales étrangères qui viennent piger dedans pour supposément toutes sortes de projets écolos. D'ailleurs, tu as vu la réaction du ministre de l'Environnement, Benoît Charette, sur ses médias sociaux? Regarde, je vais te lire ça. Réponse au dossier du journal sur les dépenses du fonds vert, le ministre écrit « Dans les entreprises millionnaires ayant bénéficié du marché du carbone, j'aimerais féliciter Québecor et l'inviter à poursuivre dans sa décarbonation. Elle a reçu dans les dernières années plus de 300 000 $ pour améliorer l'efficacité énergétique de ses bâtiments et 3 000 $ pour l'installation d'une borne de recharge. » Ah, ouais, monsieur est capable de prendre la critique. Je me demande qu'est-ce que le ministre de l'Environnement veut insinuer, Richard. Est-ce qu'il insinue que parce que la maison mère d'une entreprise de presse reçoit de l'argent du fonds vert, que les journalistes ne peuvent pas aller gratter, aller fouiller, enquêter sur les dépenses des deniers publics? Je ne sais pas si le ministre insinue que parce que la maison mère du Journal de Montréal, parce que l'actionnaire de contrôle de TVA, Québecor, a reçu 300 000 $ pour améliorer l'efficacité énergétique de ses bâtiments. Tout à coup, les journalistes ne devraient pas fouiller, ne devraient pas révéler que, par exemple, Molson a reçu 2,5 millions de $ pour la conversion vers des énergies moins émettrices, que qu'Air Canada a reçu 1 million 100 000 $, que Rio Tinto a reçu 10 millions de $. Je ne sais pas ce que le ministre veut insinuer, mais s'il veut insinuer que les journalistes doivent se taire, doivent se censurer, je pense que le principe de la liberté de presse devrait lui être rappelé dès maintenant, parce que c'est une dérive potentiellement très dangereuse là, qui est soulignée par le ministre aujourd'hui. Souviens-toi, lorsque le gouvernement a donné des millions de dollars pour que les Kings de Los Angeles puissent disputer des matchs, c'était au Centre Vidéotron. Oui. Tous les journalistes de Québécois ont dénoncé ça. Tout à fait. Tous les journalistes de Québécois. Pourtant, ça se déroulait, ce match-là, au Centre Vidéotron. Puis j'imagine que le Centre Vidéotron était bien content de recevoir tous ces spectateurs-là. Et ça ne nous a pas empêché, nous autres, comme journalistes, de dire ça n'a pas de maudit bon sens. Et j'ai pas vu le ministre Girard, à l'époque, aller écrire écoutez, l'argent, une partie de l'argent s'en va au Centre Vidéotron. Pourquoi les journalistes... Alors, je trouve cette... Bravo. Je trouve que de sous-entendre ça, ça laisse place à une dérive potentielle. Puis j'espère que... Et donc, est-ce qu'il s'attendait, lorsqu'il a donné cette subvention-là à Québécois, d'acheter le silence des journalistes? La question se pose. Pourquoi aujourd'hui venir nous dire, parmi les entreprises qui reçoivent de l'argent, il y a également Québécois? T'as bien fait. Je pense qu'au lieu de s'adonner à ce genre d'insinuation-là, on devrait avoir un débat de fond
sur la façon dont l'argent que vous versez lorsque vous allez acheter un litre d'essence est dépensé. Je pense qu'on doit s'attarder au fond. Puis le sondage, puis là, si le ministre veut aussi sous-entendre qu'on s'acharne sur la taxe carbone, il y a un sondage qui est clair. La majorité des Québécois ne sont plus intéressés par la taxe carbone. Alors, discutons des façons dont on peut l'utiliser, tout simplement. Écoute, quand mon fils était petit, je lui ai appris la plus belle nouvelle de sa vie. Et il y a quelques mois, j'ai appris la pire nouvelle de sa vie. Alors, quand il était petit, j'ai dit, est-ce que tu sais que c'est l'Halloween aujourd'hui? Il dit, non, c'est quoi ça? J'ai dit, tu peux cogner à des portes, tu reçois des bonbons. Gratuitement, il a dit, arrête donc, toi, là. J'ai dit, tu te le dis, arrête donc. Là, c'est la plus belle journée de sa vie. J'ai dit récemment, tu sais que quand tu vas commencer à travailler, tu donnes peut-être 30 de ta paye au gouvernement. Comment ça? J'ai dit, oui, tu vas donner 30 de ta paye au gouvernement. Ben là, écoute. Voilà. Et puis tu as dit que lorsqu'il va acheter sa maison, il va payer une taxe de bienvenue. Après ça, une taxe foncière. Après ça, peut-être une taxe foncière spéciale pour des infrastructures. Ensuite, lorsqu'il va payer des taxes scolaires, là, il va acheter son véhicule, ses droits d'immatriculation. Il va payer son permis. Ah, écoute, ce soir, dans sa chambre, je vais lui découper ta chronique, je vais lui faire lire, je vais l'entendre crier. Merci, on t'écoute à 22h. J'espère qu'il ne fera pas de cauchemar.